Bonsoir à tous, c'est Point de Vue, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission quotidienne. On a choisi pour vous aujourd'hui 4 thèmes, on espère qu'ils vont vous intéresser. Et selon on ne doute pas, il y aura des points de vue différents là-dessus. Nous allons parler d'Éric Piolle, c'est le maire de Grenoble, il est écologiste et il s'est déclaré solidaire des migrants jusqu'à accepter d'être condamné pour cela. Il a par ailleurs décoré de la médaille de sa ville un défenseur des migrants. Faut-il le soutenir? Faut-il le condamner? Vous nous le direz. Nous parlerons aussi de la dépense publique. Le gouvernement a réuni un séminaire aujourd'hui pour essayer de trouver juste un peu d'argent, 100 milliards d'euros d'ici 2022 d'économies d'argent public. Pour l'instant, on ne voit pas grand-chose venir. Les économies, c'est pour quand? Nous parlerons de laïcité puisque Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, vient de faire paraître un nouveau guide de la laïcité qui se trouve être plutôt plus sévère ou plus strict que le précédent. Est-ce que c'est trop? Vous nous donnerez votre point de vue. Et puis nous parlerons des droits du foot qui atteignent des montants peut-être délirants, plus d'1 milliard d'euros par an pour les droits de la Ligue 1. C'est un opérateur espagnol totalement inconnu en France qui vient de remporter le marché. Tout ça est-il bien raisonnable? Vous nous le direz. Bonsoir Guillaume de Monjou. Vous êtes grand reporter au Figaro Magazine. On est ravis de vous retrouver, tout comme Reda Didi, bonsoir, qui n'est pas grand reporter au Figaro Magazine, mais qu'on est aussi ravis de retrouver. Vous êtes expert associé à la Fondation Jean Jaurès. Vous êtes le fondateur du think tank Graines de France et vous avez été conseiller du ministre socialiste de la ville, Patrick Raner. Bonsoir Brice Couturier. Bonsoir. Vous êtes journaliste à France Culture. On peut vous retrouver du lundi au vendredi pour le Tour du monde des idées. C'est à 11h53 et sinon il y a d'excellents podcasts. Vous êtes aussi l'auteur de Macron, le président philosophe, publié aux éditions de l'Observatoire. Et Benoît Dumoulin est avec nous aussi, bonsoir. Vous êtes rédacteur en chef adjoint de L'Incorrect, qui est à la fois un site internet et un magazine, on va dire où s'expriment toutes les sensibilités de la droite. Exactement. Vous êtes aussi le co-auteur avec Charles Becbédé de Charnellement de France, ouvrage paru aux éditions Pierre-Guillaume Deroux. Nous commençons donc par parler des migrants. Il y a plusieurs événements d'actualité sur ce sujet. Je le disais, Éric Piolle, le maire de Grenoble, Europe Écologie Les Verts, a envoyé un tweet au procureur de la République en disant « Je suis solidaire des migrants et puisqu'aujourd'hui c'est un délit, j'accepte d'être condamné ». Il a par ailleurs décoré le défenseur des migrants Cédric Héroux de la médaille de la ville de Grenoble. C'est d'ailleurs l'objet de notre question Twitter. Soutenez-vous ou non la décision du maire de Grenoble de décorer Cédric Héroux? Et puis, aujourd'hui, a été jugée, après plusieurs renvois de son procès, une militante d'Amnesty International. Elle s'appelle Martine Landry et elle est jugée pour avoir facilité l'entrée de 2 jeunes migrants sur le territoire français. Écoutez ce que disait de l'action de cette femme. Sylvie Brigaud-Villain, c'est la directrice générale d'Amnesty International France. Martine les a prises en charge, amenées à la PAF, amenées à l'aide sociale à l'enfance, de manière à ce qu'ils soient protégés. Voilà ce que Martine a fait et voilà ce qu'on lui reproche aujourd'hui. Et voilà ce qu'on fait aujourd'hui en France, de criminaliser précisément les personnes qui apportent leur aide pour que les droits des personnes qui sont migrantes et réfugiées en France soient respectés et simplement pour qu'on puisse accueillir décemment ces personnes qui cherchent refuge chez nous. Brice Couturier, d'un côté, il y a la loi, qui est plutôt plus sévère maintenant, même si elle n'est pas encore complètement en place, concernant l'accueil des migrants en France. Et de l'autre côté, il y a cet élan de solidarité. Et entre les deux, il y a le citoyen qui doit se prononcer là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Il y a surtout un maire, Éric Piolle, qui est d'Europe Écologie Les Verts. Et moi, je me souviens quand même que Europe Écologie Les Verts, c'était un des groupes importants de l'Assemblée nationale dans la dernière législature et qu'aujourd'hui, il n'en reste aucun. Ah, vous allez dire une méchanceté, là, je l'attendais. Je constate aussi que Cécile Duflot, qui était ministre des Territoires, et que Emmanuel Cos, qui était ministre du Logement, ont trouvé du travail hors de la politique. Difficilement, du reste, dans le cas d'Emmanuel Cos, elle a dû monter un cabinet de conseil en immobilier. Donc, le vieux rêve des socialistes de substituer au Parti communiste français d'autrefois un nouvel allié qui était manifestement très en pointe il y a encore 5 ou 6 ans est totalement foiré. Est-ce que ça veut dire que la position d'Éric Piolle aujourd'hui, elle ne représente plus rien dans la population puisque son parti ne représente plus rien? C'est ça votre raisonnement?
Mon raisonnement, c'est qu'un officier, de police qui est un maire ne doit pas contrevenir à la loi. Or là, il a réquisitionné des logements soi-disant vacants pour y loger des migrants. Il n'a absolument pas à le faire. Moi, si vous voulez, j'aurais tendance à renvoyer dos à dos les identitaires qui croient jouer les CRS à nos frontières et qui refoulent les migrants venus d'Italie, et des gens comme ce maire qui, lui, va chercher, enfin, soutient des gens qui vont être chercher des gens refoulés de France en Italie pour les ramener chez nous. C'est lui qui va payer pour l'éducation, la santé, la formation, l'hébergement de ces gens. S'il les héberge, c'est aux frais de la municipalité de Grenoble. J'espère que ce n'est pas aux frais. Donc le préfet qui l'a remis sérieusement dans les rails a bien fait. Oui, ce n'est pas le rôle d'un maire. Si c'est pour relancer Europe Écologie Les Verts, franchement, c'est mal barré. Reda Didier. L'acte et les propos contenus, le maire Éric Piolle sont condamnables par la loi. Moi, je n'ai jamais été un fervent partisan de la désobéissance civile. Je pense que quand on est maire, et quand on est responsable tout court d'ailleurs, on a force d'exemplarité. Il faut montrer l'exemple et qu'à partir de là, on se doit de respecter la loi. On voit bien que ça a été monté comme un coup de communication, même si je pense qu'il y a derrière un coup de gueule sincère, qu'il peut y avoir derrière un coup de gueule sincère. Parce que c'est comme ça qu'il l'explique lui aussi dans son interview Fleuve. Ça a un mérite, cette sortie, c'est de remettre cette question en débat, alors que d'autres actes ont alimenté l'actualité ces derniers temps. Et ça met le doigt sur une question assez importante pour moi, c'est que je pense que la loi asile, immigration qui a été votée à l'Assemblée nationale n'a pas été assez co-construite avec les organisations qui connaissent le sujet. Voilà. Même parfois construite contre elles, puisqu'elles se plaignent d'un texte trop répressif. Elles se plaignent d'un texte trop répressif, mais elles se plaignent surtout de ne pas avoir été consultées en amont pour co-construire ce texte-là. On reviendra sur une autre thématique qui est notamment le déficit français, comment y pallier. Je pense qu'il faut qu'on soit un peu plus dans la co-construction. Alors, je vais bien sûr continuer à distribuer la parole, mais d'abord vous la donner à vous, chers internautes, car Point de vue est votre émission. Pierre nous dit Héroux, donc Héroux c'est ce défenseur ou passeur de migrants, a été condamné à plusieurs reprises par la justice. Lui remettre une médaille pour les faits qui lui ont valu des condamnations revient à faire l'apologie de crimes, délits punis par la loi. Christian Blinot nous dit le maire de Grenoble ferait mieux de s'occuper de la délinquance qui subsiste dans sa ville. Et Nadia Depil nous dit le maire de Grenoble doit être condamné, c'est la loi. En plus, il est élu politique, donc il a agi comme un délinquant. Vous êtes donc assez sévère avec le maire de Grenoble. Sévérité qu'on retrouve d'ailleurs pour l'instant dans la question Twitter. Évidemment, ce n'est pas un sondage, puisque c'est sur la base du volontariat. En gros, les 2 tiers d'entre vous ne soutiennent pas sa décision de décorer Cédric Héroux, donc qui a organisé le passage de plusieurs migrants pour passer la frontière française. Benoît Dumoulin, votre avis sur ce sujet? Paradoxalement, moi je ne vais pas forcément surenchérir dans la condamnation. En fait, je vais distinguer 2 choses. Il y a le principe dans l'absolu et le cas concret. Dans le principe, moi, je ne suis pas opposé à ce qu'un maire, un élu local qui est censé appliquer la loi, puisse dire j'encourage à violer la loi ou notre principe supérieur, parce que je crois qu'il y a une loi morale supérieure à la loi civile. Moi-même, j'ai fait partie de ceux qui, en 2013, prônaient dans d'autres circonstances l'objection de conscience des maires qui refusaient d'appliquer la loi Taubira et qui disaient, comme le maire d'Arcangre ou de Montfermeil, bah non, on pense que cette loi-là, elle viole des principes. Exactement. Mais alors ça, c'est dans l'absolu. Donc pour la désobéissance civile, c'est un grand débat, on pourra peut-être en reparler. Mais alors dans le cas concret qui nous occupe, non. Je ne vois pas quel est le principe moral supérieur qui exigerait, qui requierrait que ce maire, Éric Piolle, soutienne l'action de gens comme Cédric Héroux dont vous avez parlé. Qui a facilité le passage de 250 migrants. Donc tout ça est organisé de façon relativement massive. Il s'achète une bonne conscience morale sur le dos des migrants. Mais peut-être qu'il est sincère. Alors, moi, je ne nie pas la sincérité, mais le problème, c'est qu'à un moment, il y a des faits. Il pourrait très bien s'occuper des migrants qui sont déjà sur le sol français, qui sont arrivés dans des circonstances tout à fait légales. Et pourquoi s'occuper d'en faire passer d'autres, sachant qu'en plus, on fait l'argent et le bénéfice des passeurs. Alors, si on est un peu responsable,
quand on est citoyen, on ne va pas encourager toutes ces filières-là. On sait très bien qu'il y en a 1 sur 10 qui arrive, donc il y en a 9 qui laissent leur vie en Méditerranée. Et or, on envoie un signal à tous ces trafiquants et ces marchands d'esclaves dans la Corne de l'Afrique au Maghreb que, en fait, finalement, ils peuvent très bien continuer puisqu'il y a des gens qui sont des idiots utiles et qui les aident à passer. Et c'est vrai que c'est scandaleux. Guillaume de Monjou? Moi, je trouve que sur la forme, en effet, c'est d'abord, sur la forme, le tweet envoyé à tout le monde et au préfet en disant « condamnez-moi », c'est déjà... Au procureur de la République. Oui, au procureur de la République. Ouais. Donc, c'est une façon de dire, en fait, déjà, je suis déjà en train de faire un coup de com'. Donc, on est presque même un peu dupes nous-mêmes. C'est réussi puisqu'on en parle. Mais oui, c'est déjà une réussite, c'est raté pour nous. Mais en effet, il est officier de la police judiciaire, officiellement, dès lors qu'il représente l'ordre public, il doit le défendre. Et je crois que là, sur le fond, vous avez tout à fait raison. Il est dans un encouragement à quelque chose d'une dissidence. Et même si le logiciel profond d'Europe Écologie Les Verts, c'est toujours le droit de désobéir, je pense que ce même maire, le jour où il aurait été face à des maires objecteurs de conscience qui auraient refusé de marier des couples homosexuels, aurait donné son avis en disant c'est un scandale, il faut respecter la loi, il est censé l'appliquer de façon extrêmement stricte. Donc on est dans une espèce de logique. Et en plus, voilà, William Taureau, il dit ceux qui veulent vraiment désobéir, ils désobéissent et puis ils démissionnent et ils vont en prison. Et je vois que ce maire, il reste maire. Et alors que voilà, s'il y a un vrai problème avec la façon dont la France est légiférée, on ne lui demande pas du tout, on ne l'oblige pas à rester. Autre point d'actualité, les forces de l'ordre ont démantelé ce matin un camp de plus de 1000 personnes, des migrants, dans Paris. La maire de Paris, Anne Hidalgo, demande la construction de lieux d'accueil durables pour ces migrants. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée? Question ouverte. Oui, moi je pense que c'est une bonne idée. Je pense que c'est une bonne idée, mais ce qui est étonnant, c'est les choix de secteurs qu'elle a fait, qui sont des secteurs... je crois qu'il était question à un moment donné que ce soit dans le bois de Boulogne, tout près d'un quartier complètement résidentiel, de personnes qui, évidemment, vont manifester une claire mauvaise volonté pour... et qui ne votent pas pour elle, par ailleurs, en tout cas qui ne votent pas pour elle, et qui, par ailleurs, en plus, ça pose un problème même de bon sens. Comment voulez-vous aller acheter au Franprix vos œufs à 5 € Vous voyez, en fait, tous ces quartiers résidentiels sont conçus comme un peu des endroits où tout est plus cher, parce que les gens... Voilà. Donc, en fait, c'est un peu ridicule. Voilà. C'est sur le secteur. Mais moi, je trouve que c'est une très bonne idée de trouver une avec solution. le risque, vous auriez de former une forme d'appel d'air, parce qu'on sait bien que les migrants communiquent entre eux, ils ont des téléphones mobiles, et donc en disant vous pouvez venir, on est logé. Il y a un problème général de l'immigration en Europe. Il y a un sondage YouGov qui date d'il y a un mois dans 15 pays d'Europe. Dans ces 15 pays d'Europe, quel est le sujet d'interrogation et le sujet d'inquiétude principale de 13 pays sur 15, c'est l'immigration. Si on veut d'autres votes comme celui qui vient d'avoir lieu en Italie, comme il y en a eu en Autriche, comme il y a maintenant la Pologne, la Hongrie, etc., et la République tchèque, continuons. La prochaine vague migratoire, nous ne sommes absolument pas prêts à l'affronter. Nos gouvernements sont incapables de tenir les frontières de l'Europe. Et si nous sommes réellement incapables de tenir les frontières de l'Europe, d'avoir une politique de migration commune, une politique du droit d'asile commune, avec des règles communes, eh bien, nous allons être effectivement dans une situation très grave, parce que des mouvements populistes tels que ceux qu'on voit aujourd'hui en Italie au pouvoir, nous allons les voir partout. Donc il faut absolument arrêter de jouer avec l'immigration, d'en faire un sujet de débat politique en interne, parce que c'est un sujet qui est ressenti par les populations européennes comme la preuve de la faillite des institutions européennes. Donc il faut arrêter de jouer avec ça. Reladi, un dernier mot. Oui, non, alors le problème de l'installation des migrants sur le territoire français, c'est un peu comme les éoliennes, c'est que tout le monde est pour, mais personne ne les veut près de chez soi. Ça reste un peu compliqué. Moi, j'aimerais aussi qu'on s'attarde sur la politique d'intégration des personnes qui sont en situation régulière. Et là aussi, on a un large sujet qui n'est pas totalement abordé. Les gens n'ont pas le bon quota en termes de cours de langue française. Enfin, voilà, on pourrait décliner pas mal d'items sur ces questions-là qu'il faudrait renforcer avant de vouloir être bienveillant vis-à-vis des autres. Et en accueillir forcément de nouveau. On passe à un autre sujet qui n'a rien à voir. Le gouvernement est réuni
en séminaire aujourd'hui pour réfléchir aux façons de faire des économies avec l'argent public. C'est un petit peu nécessaire puisque la France est championne d'Europe en matière de dépenses publiques. 56,4% du PIB, ça veut dire qu'en gros, quand il y a 100 € de richesse qui se créent en France, il y en a 56 qui sont pour la puissance publique, l'État au sens large, parce qu'en fait, très largement, cette dépense publique, elle est le fait de la sécurité sociale, qui représente près de 600 milliards d'euros de dépenses chaque année. Toujours est-il que Emmanuel Macron s'est fixé des objectifs ambitieux, 100 milliards d'euros d'économies d'ici 2022. Pour l'instant, ces économies, on ne les voit absolument pas venir. En 2017, il n'y en a pas eu. Alors, les économies, c'est pour quand ? Écoutez ce qu'en pense Damien Abad. Il est député de l'Ain, il est aussi vice-président des Républicains. Et lui, les promesses gouvernementales, il n'y croit pas trop, regardez. Sur la question des dépenses publiques, c'est le grand flou artistique au sein du gouvernement. Le gouvernement joue avec le chaud et le froid. Et la réalité aujourd'hui, c'est qu'on voit bien qu'il y a des désaccords entre eux et surtout aucun cap et aucune décision qui est prise. On a le sentiment que c'est finalement les services administratifs qui imposent leurs règles aux ministres. Qu'est-ce que c'est, Benoît Dumoulin, la priorité si on veut faire des économies dans la dépense publique, ou est-ce qu'il ne faut pas en faire parce que finalement on a besoin de cet amortisseur social ? Déjà, il y a un effet d'annonce et la réalité ne suit pas. C'est-à-dire que Macron multiplie les annonces et finalement le budget va augmenter en 2018 par rapport à 2017 de 7,3 milliards d'euros. Alors quelles sont les priorités ? La Cour des comptes. Ouais. Exactement. Alors quelles sont les priorités ? Vous l'avez rappelé, bien sûr, ce sont les dépenses sociales, mais aussi les intérêts de la dette publique, le plus grand poste, et puis les dépenses d'éducation. Alors qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça ? Déjà, je crois qu'il y a un point sur lequel il faudrait s'attaquer, c'est la masse des personnels. Macron veut augmenter, le volume horaire dans la fonction publique territoriale. C'est très bien, mais il faudrait déjà la dégraisser, la fonction publique territoriale. Entre 1992 et aujourd'hui, elle a doublé ou triplé de volume. Après, concernant les fonctionnaires, moi, je ne vois pas en quoi le maintien d'un statut se justifie, hormis cas exceptionnel dans certains corps particuliers de l'État. Mais sinon, on pourrait bien sûr beaucoup plus embaucher des contractuels, ce qui veut dire piloter la masse salariale de façon beaucoup plus simple. Ensuite, les dépenses sociales, moi je crois qu'un jour, on sera obligé d'avoir un système un peu à la carte, c'est-à-dire de supprimer le monopole de la Sécu et de la mettre, non pas de supprimer le service public de la santé, mais de mettre en concurrence la Sécu avec d'autres organismes, comme le préconisent certaines directives de l'Union européenne. Comme ça, on fera baisser les coûts et on favorisera une meilleure prise en charge. Déjà, si vous tapez dans ces deux domaines, vous réduisez pas mal les choses. Dernier domaine, puisqu'on parlait d'éducation, là je crois que pareil, on ne pourra pas tenir un système totalement centralisé depuis la rue de Grenelle. On n'échappera pas à une réforme de l'éducation par divers systèmes, mais qui valoriserait beaucoup des expériences locales, comme Espérance banlieue ou autres, qui ne requièrent pas d'argent de la puissance publique. Alors, on vous pose la question, selon vous, faut-il que le gouvernement réduise le train de vie de l'État ? Question un petit peu orientée peut-être, mais après tout, elle est sur Twitter et elle s'assume comme telle. 88% nous répondent que oui, il faut que le gouvernement réduise le train de vie de l'État. Nos internautes ont des idées là-dessus, sur le Figaro.fr, sur Twitter, hashtag Figaro Live, hashtag Point de Vue. Betsy Raffin qui nous dit, pour faire des économies, il faut tout d'abord réformer les statuts des anciens présidents, puis les anciens premiers ministres qui coûtent cher aux contribuables. Et Claudie Torregrossa qui est d'accord et qui dit baisser les salaires et les avantages des députés, ministres, sénateurs. Guillaume de Monjou, est-ce que vous avez des idées, vous, pour dégraisser le mammouth, comme disait un peu crûment un ancien ministre de l'Éducation nationale ? Moi, je ne suis pas très bonne en arithmétique, mais le dernier budget à l'équilibre de la France est 74. Donc déjà, Macron est plus jeune que la dette de la France. Et chaque enfant qui naît aujourd'hui en France a déjà 33 000 € de dette sur les épaules à la sortie de la maternité. Donc en fait, il est complètement, absolument impensable de maintenir ce train de vie complètement qui déborde de partout, etc. Mais moi, je fais le calcul très simple de l'année prochaine. Je suis votre chiffre, Benoît, d'augmentation de la dette publique. Avec la SNCF en 2020 qui arrive
Donc 46 milliards d'euros qu'on réinjecte dans notre budget de l'État et les 26 milliards d'euros qui sont supprimés de la taxe d'habitation, ça nous fait déjà une augmentation de volume. Où va-t-on trouver, s'ils ne promettent pas d'impôts en plus, et où va-t-on trouver cet argent? Donc à mon avis, ça ne peut qu'augmenter. Mais je pense que Emmanuel Macron aime les effets d'annonce. En général, il essaye de faire de son mieux pour essayer de rentrer dans les bonnes directions, peut-être pas dans l'axe de ses promesses, mais jusqu'à maintenant, il n'a pas mis assez d'ampleur à son geste. Et étant donné les bisbilles entre Bruno Le Maire et Darmanin, qui ont été déjà perçus récemment quand Bruno Le Maire a osé dire il fallait changer. Darmanin a l'air d'accord pour dire que parfois il y a des cachettes, de subventions ou d'aides sociales qui empêchent les gens d'être motivés pour reprendre un travail. On va dans la bonne ligne, mais tout le monde est très prudent. On sent qu'on est sur un terrain hyper miné. Et à mon avis, c'est typiquement le genre de réformes qui vont être très douloureuses pour les Français et qui vont se traduire dans les urnes. Si elles se font. Oui, si elles se font. Il va les trouver, les recettes dont vous parlez. Où? Il va les trouver, malheureusement, par l'augmentation de la CSG sur les retraités, soi-disant riches, mais en fait, avec Macron, on est riche quand on a un revenu fiscal de référence au-dessus de 14 000 euros. Et là, c'est quand même une mesure qui est insupportable et qui est d'ailleurs très mal perçue par la population. Brice Couturier, on peut dire que vous avez en général un regard plutôt bienveillant sur la politique d'Emmanuel Macron. Est-ce aussi le cas sur sa politique de réduction de la dépense publique? Moi, j'attends de voir. Pour l'instant, vous avez rappelé les chiffres et ils sont terrifiants. 56,4% du PIB passe dans la dépense publique en France contre 49,1% en Suède et 43,9% en Allemagne. Comment se fait-il que l'État français dépense tellement plus que l'État suédois? On nous dit on a une politique sociale très avancée, très avantageuse pour les Français. Je suis désolé, je connais pas mal la Suède. La politique sociale de la Suède est bien plus avantageuse pour les Suédois. Comment se fait-il qu'elle soit plus avantageuse et moins chère? Ma conclusion, c'est qu'on n'en a pas pour notre argent dans ce pays. Clairement, les services publics ne sont pas à la hauteur de ce qu'on paye pour eux. Moi, je prends le train tous les matins en ce moment. Je souffre un enfer aujourd'hui. Pour moi, ce n'est pas la souffrance au travail qui compte, c'est la souffrance dans les transports en commun, dont on parle très peu d'ailleurs dans les médias. Il y a vraiment... Et puis alors, les rapports PISA montrent la dégradation régulière d'année en année des résultats de nos institutions scolaires, universitaires aussi du reste. L'hôpital ne fonctionne plus, il est à peu près bloqué. Essayez d'aller emmener votre enfant un de ces soirs aux urgences, vous allez voir ce qui s'y passe. Bref, on paye très cher un service public qui ne fonctionne pas. Pourquoi? D'une part parce qu'il y a une tradition clientéliste des gouvernements successifs qui se sont succédés, chacun rajoutant une strate supplémentaire de fonctionnaires embauchés notamment, et surtout, il faut le dire, par les collectivités territoriales, parce que l'État, lui, a fait des efforts très insuffisant, bien entendu. Non, la question, si vous voulez, c'est la question de l'architecture globale de la puissance publique. C'est quels sont les domaines d'intervention qui lui reviennent en propre et ceux qu'il devrait abandonner. Il y en a beaucoup qui devraient abandonner. Et puis, il y a une autre question qui, pour moi, c'est vrai, il est clair, par exemple, que dans le domaine de l'éducation, je suis assez d'accord avec vous, il devrait y avoir un meilleur partage. En Angleterre et en Suède, il y a 3 systèmes éducatifs possibles, dont un qui est entièrement pris en charge à l'initiative des parents d'élèves eux-mêmes, qui recrutent avec un chèque éducation donné par l'État, et ces institutions suédoises marchent beaucoup mieux en général que ceux du public. Il y a beaucoup. Et puis attendez, il y a un autre truc que je voudrais dire quand même, c'est le numérique. Dans le privé, le numérique a été un facteur formidable d'augmentation des productivités. D'où d'ailleurs un problème de chômage, parce que dans la plupart des entreprises, on produit davantage avec moins de personnel. Bizarrement, quand c'est le cas de l'État, lui, le numérique n'a donné aucune augmentation de la productivité, et au contraire des rajouts de fonctionnaires supplémentaires. Il y a là vraiment un problème de fond, alors que l'administration devrait être numérisée, comme elle l'est en Estonie. Ouais. Surtout qu'elle peut l'être quand elle veut. Nous sommes un certain nombre, j'imagine, à être en train de faire notre déclaration de revenus sur Internet et en ligne, et quand il s'agit de récupérer l'argent du contribuable, ça marche très, très, très bien. Reda Didi, vous êtes probablement le seul d'entre nous ici à avoir vu de l'intérieur l'appareil d'État. Je le disais, vous avez été conseiller d'un ministre sous le quinquennat précédent. C'est toujours difficile quand on en arrive concrètement à dire où est-ce qu'on trouve les économies. C'est toujours chez les autres qu'il faut les trouver. Oui. Tout d'abord, un point de méthodologie. On dit pourquoi en France on n'arrive pas finalement à faire des économies. Je pense qu'il y a 3 raisons fondamentales à ça. La première, c'est qu'on a des élections assez fréquentes en France et qu'on a l'habitude de plus distribuer que de vouloir donner une vision où on réduit les dépenses. Les élections. C'est moins, c'est un peu. Non mais. Votre argument est très juste. Il y a quelque chose à regarder de ce point de vue-là. La seconde, c'est que je pense qu'on n'a pas assez de structures intermédiaires qui sont en capacité de faire de la co-construction, d'accompagner les réformes, d'expliquer, de faire de la pédagogie
pédagogie sur pourquoi il faudrait réduire nos dépenses. À tort ou à raison d'ailleurs, hein, là-dessus je n'ai pas encore répondu, j'y répondrai à la fin. Et enfin le troisième point, c'est que je pense que dans la tête de la majorité des Français, ça fait 30 ans qu'ils font des économies, qu'ils font des efforts, les Français en fait, et qu'on leur demande de faire des efforts, qu'on rallonge le temps de retraite, qu'on augmente les impôts, qu'on en crée de nouveaux, et que ça ne donne pas tant de résultats, et qu'on va encore leur demander des efforts. Donc là, il y a encore un point à retravailler. J'aimerais dire deux choses. Je pense que là où on peut faire des économies, c'est qu'au niveau des structures représentatives, on a un problème. Nous, on a 5 niveaux de représentation, alors que dans les pays en Allemagne ou en Suède, on est à 3. Maximum 4. Donc on a les villes, on a les intercommunalités, on a les départements, on a les régions et on a l'État. Là, il y en a là on voit bien qu'il y a un point sur lequel on peut faire des économies et d'autres points qui ont été évoqués. Je mets juste le doigt sur un point. Moi, l'éducation, la rendre plus performante, voilà, je l'entends. Y mettre moins de moyens, je ne suis pas sûr. Comme dirait Jefferson, si vous pensez que l'éducation coûte cher, essayez l'ignorance. Et pour ceux qui veulent la rendre autonome, vous parliez de cette expérience d'Espérance banlieue, je renvoie au portrait que Guillaume de Monjou a fait dans le Figaro du créateur de cette fondation. Quelques points de vue des internautes. D'abord le docteur Sheldon, qui est tout à fait d'accord avec vous, Reda Didi, qui dit qu'il y a des économies à faire sans que ça coûte 1 centime au peuple de France. Alors lui, il veut supprimer le Sénat et le Conseil économique, social et environnemental. Sur le Figaro.fr, Altaïka nous dit qu'il faudrait pouvoir virer un fonctionnaire lorsqu'il est mauvais ou ne pas lui donner d'augmentation du tout, tandis que Jean-Loup Robert nous dit on commence par baisser les aides, après peut-être nous intéresserons-nous, j'imagine, au nombre de fonctionnaires dans certaines collectivités. Et Betsy Raffin nous dit quelque chose qui me paraît plein de bon sens, nous avons toujours le même discours mais pas d'action, et ceci avec tous les gouvernements. Il y a un argument classique qui consiste à dire la France n'est pas en assez bon état pour pouvoir faire des économies. C'est-à-dire qu'en gros, comme il y a beaucoup de croissance, les aides sociales, c'est un amortisseur à la crise. Brice Couturier, vous êtes convaincu par ça ? Écoutez, c'est un cercle vicieux. On nous dit, comme l'économie est atrophiée par le poids des prélèvements obligatoires, du coup, il n'y a pas d'emploi. Comme il n'y a pas d'emploi, il faut plus d'aides sociales, etc. Il y a un moment, et je pense que Macron est dans cette logique-là. La logique de Macron, c'est de dire on arrête. C'est-à-dire qu'on arrête, on essaie d'arrêter d'étouffer l'économie, on lui rend son dynamisme, et ainsi nous aurons moins besoin d'une aide sociale. Car en effet, ce n'est pas les fonctionnaires le problème du déficit public et de la dépense publique. Le problème de la dépense publique, c'est la politique sociale. Là encore, nous sommes les meilleurs au monde. On a fait 32% du PIB pour la dépense sociale. C'est extravagant. Les Suédois sont très très loin de ça. Simplement, ils sont loin de ça, non pas parce qu'ils sont moins généreux à l'égard des gens, mais c'est simplement parce qu'il y a moins de chômage. Quand vous entretenez un chômage de masse pendant des années et que vous atrophiez systématiquement, quand vous étouffez l'économie par le poids des prélèvements obligatoires, inévitablement, vous avez à faire face à une demande d'aide sociale extravagante. Et c'est le cas aujourd'hui. Donc la solution, c'est de relancer l'économie, de faire en sorte que le chômage structurel, au lieu de se trouver à des taux extravagants, redevienne, disons, comme celui des Allemands, autour de 4% et non pas de 10 ou 12. Et à ce moment-là, on aura beaucoup moins besoin de dépenses sociales. On laisse le dernier mot sur ce sujet, si vous le voulez bien, à Alixane Dauphine qui nous dit « Pendant ce temps-là, les députés réfléchissent à savoir si on doit dire chocolatine ou pain au chocolat. » C'est vrai qu'il y avait eu un amendement en ce sens pour un projet de loi récent, je crois, sur la sécurité alimentaire. Qu'il soit payé au SMIC et on verra après s'il ne voit pas les choses différemment. Bah, écoutez, voilà un projet ambitieux. Passons à un autre thème, si vous le voulez bien, à la laïcité. Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, a supervisé la réalisation et la publication d'un guide de la laïcité à l'attention du corps enseignant. Alors, il y a beaucoup de mesures qui sont extrêmement concrètes dans ce guide. Je vous en cite quelques-unes en vrac. Je les tire du très bon papier fait par Marie-Estelle Pêche sur le Figaro.fr. Alors, il ne sera plus possible de refuser. Il y aura des sanctions fortes pour les élèves qui refusent des activités obligatoires pour des raisons religieuses, qu'il s'agisse d'activités sportives ou de certains cours ou de certaines visites. Des élèves qui ont des tenues qui ne sont pas ouvertement religieuses, mais qui ont une connotation religieuse, par exemple une jupe longue de couleur sombre, ainsi qu'un bandana couvrant partiellement la chevelure, tout ça est extrêmement concret, pourra être sanctionné. En revanche, les mères de famille qui accompagnent des sorties scolaires
pourront porter le voile. Ça n'est pas nouveau puisque c'est Najat Vallaud-Belkacem qui avait pris cette décision, alors qu'auparavant ça leur était interdit au nom de la neutralité du service public. Et puis pour Noël, on aura droit de mettre des sapins dans les classes, mais pas de Père Noël, ni encore moins de crèche. Alors, est-ce que Blanquer en fait trop? Est-ce que ce projet est équilibré? Reda Didi, vous avez eu le temps d'en prendre connaissance? J'ai regardé de façon transversale. D'abord, moi, je salue le travail qui est fait par Jean-Michel Blanquer. Il n'y a pas un mot qui me gêne dans les propos qui ont pu être tenus. Le Conseil des sages, je trouve ça très intéressant. J'y ai des amis. Le Vadémécum sur la laïcité, je le trouve intéressant. Je n'ai pas vu le contenu, mais il me semble que là, il répond à une attente, c'est-à-dire que les enseignants ont besoin d'avoir un outil sur lequel s'appuyer pour pouvoir traiter de cette question, et en plus ont besoin de pouvoir échanger sur cette question-là avec d'autres. Donc ont besoin de ne pas être seuls et isolés, toute évidence. J'y ajouterai peut-être une formation où, moi j'ai fait beaucoup d'éducation populaire, j'ai été directeur de centre de vacances et animateur en centre de vacances, et ce qu'on apprend aux animateurs, c'est d'avoir du bon sens en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de situation où on peut avoir un vadémécum qui explique toutes les situations et sur lesquelles on va trouver une solution. Donc il faut avoir du bon sens en ayant un concept clair dans sa tête de ce qu'est la laïcité. Voilà, j'aimerais que ces problématiques-là puissent être travailler à un moment de formation. Si j'avais un seul point sur lequel que je discuterais, c'est cette idée. Il prend un exemple dans je crois que c'est son interview Fleuve à l'Express, où il dit un gamin qui dit Allahu Akbar en 6e, voilà, ne doit pas rester sans réaction. Bon. J'ai été surveillant, moi, pour payer mes études au collège des 6e et des 5e. C'est quand même l'âge où on est un peu en révolte, où on dit un peu n'importe quoi, où on fait tout pour se faire remarquer. Je veux dire qu'il n'y ait pas de réaction. C'est une chose, on doit réagir. En même temps, il faut qu'il y ait une réaction proportionnée. Il ne faut pas tout surinterpréter. Et un enfant, les besoins de l'adolescent sont aussi à prendre en compte si on ne veut pas y mettre un message politique ou un autre message là où il n'y en a pas, là où c'est juste une envie de se faire remarquer aux yeux de sa classe. Benoît Dumoulin, votre point de vue sur ce guide ou en tout cas ses principes? Plusieurs choses. Bon, déjà, c'est vrai que le ministre donne des orientations qui ont l'air, on a l'impression qu'il fait preuve de fermeté, et on ne peut que saluer les mesures qu'il détaille. Maintenant, j'ai une crainte, voire deux. La première, c'est qu'il faudra voir avec le temps qu'il s'agisse d'un effet d'annonce. Il y a eu déjà plusieurs plans de lutte pour le respect des principes posés à l'école. Est-ce qu'ils vont réellement être appliqués? Est-ce que la hiérarchie du ministère de l'Éducation nationale va soutenir les profs qui se plaignent et qui disent « Non, mais là, je ne peux pas faire cours, là, je ne peux pas enseigner telle matière parce qu'on me dit « Mais non, le Coran, vous n'avez pas le droit de l'enseigner, vous êtes prof laïque. » Voilà. Est-ce qu'on va avoir vraiment une hiérarchie qui va suivre? Parce que les profs se plaignent beaucoup de ça. Parce qu'il y a aussi un rapport de force qui est parfois défavorable. Exactement, notamment dans certaines écoles où, par exemple, moi j'ai vu ça en période de Ramadan, il n'y a plus personne. Alors vous avez beau dire, tous les élèves qui ne sont pas là sont punis, si personne ne vient en même temps. Le problème des sanctions, c'est très bien d'affirmer des grands principes, mais le problème des sanctions, c'est qu'il faut que quand vous les annoncez, vous puissiez les rendre effectives. Et là, il y a dans certaines zones, on va voir comment ça va se passer. Voilà, premièrement. Et deuxième petite gêne, c'est que tout ça est affirmé sous la houlette du principe de laïcité. Alors je veux bien, mais moi j'ai un petit souci, c'est qu'à chaque fois, on se drape en englobant toutes les religions, alors qu'on sait qu'à l'école, les problèmes sont posés par les radicalisations de certaines familles, et ça vient de l'islamisme radical. Alors j'aimerais qu'on puisse ne pas englober dans le mot laïque, qui est facile, mais toutes les religions, et dire, non, le problème, c'est, à la rigueur, il est peut-être même pas religieux, c'est celui du communautarisme. Le communautarisme, il est instrumentalisé peut-être à des fins religieuses, mais en tout cas, c'est une ségrégation de gens qui veulent faire sécession avec nos mœurs, notre mode de vie, par un code vestimentaire, par le refus de certains cours d'histoire, voilà, et qu'on dise les choses clairement, parce que sinon, on va entretenir l'idée que, en fait, oui, c'est le fait religieux qui pose problème, et donc il faut rajouter un coup de laïcité, et là, je crois qu'on irait dans une impasse.
Je sens Brice Couturier un peu en désaccord sur ce point. Oui, si vous voulez, moi je ne vois pas pourquoi on ferait une discrimination, qu'elle soit positive ou négative, à l'égard de telle ou telle religion. Peut-être parce que, pardon, je vous coupe juste une seconde, François Fillon avait eu cette sortie un peu courte, mais qui avait l'avantage d'être claire, en tout cas dans son esprit. La France n'a pas un problème avec les religions, la France a un problème avec l'islam. Pas seulement. Il y a des intégristes aussi plutôt déplaisants du côté d'autres religions. Quand vous parlez de gens qui font sécession, il y a aussi des chrétiens intégristes qui font sécession dans notre pays. Pour l'instant, ils étranglent personne. Vous me direz, c'est une bonne chose. Il n'y a pas d'attentat protestant, tant mieux. Mais enfin, ça n'empêche pas les services publics de fonctionner. À l'école ou... Ils peuvent avoir des exigences très particulières qui aussi sont une gêne pour le fonctionnement régulier des services publics. Non, si vous voulez, moi je soutiens tout à fait Blanquer à fond. Je remarque que c'est une belle vitrine pour la Macronie de manière générale. Il fait 58% d'opinion favorable, ce qui, dans l'état actuel de l'opinion, très remonté contre les politiques de manière générale, est un très beau score. Bravo. Effectivement, il est sympa, ouvert, tolérant, dépourvu d'idéologie, pragmatique. C'est vraiment l'image idéale de la Macronie. On aimerait que tous les ministres soient à son image. Et puis par ailleurs, sur la laïcité, il y a un problème, on sait bien qu'il y a un problème du côté de la Macronie, là encore, c'est qu'il y a deux tendances. Ce que dit très bien l'interview ouverte du Figaro, de l'Express, d'ailleurs, dans l'interview fleuve dont vous parliez tout à l'heure. On sait bien qu'au sein de la Macronie, vous avez un courant, disons, pour une laïcité ouverte, et Blanquer qui, lui, pour une laïcité sans adjectif, comme il dit, c'est-à-dire sans qualificatif. La laïcité, point barre. Et moi, c'est celle qui me satisfait parce que ce que je remarque surtout, et c'était très bien dit, c'est que les professeurs, je suis un ancien prof, moi, les professeurs ont été longtemps abandonnés véritablement par leur hiérarchie avec le principe et le mot d'ordre, pas de vague. Pas de vague. Donc quand il y avait un problème quelque part, on abandonnait les profs. On les a vraiment abandonnés. J'ai des collègues, des amis encore, qui ont été vraiment dans des situations dangereuses dans certains établissements, abandonnés par leur hiérarchie sur le thème « ne faites pas de vague ». Là, il y a une référence, il y aura un référent au ministère. Chaque professeur qui rencontre un problème sérieux aura une réponse dans les 24 heures, assurance du ministre. Donc si vous voulez, il pourra passer par-dessus sa hiérarchie. Et c'est ça qui compte. Par-dessus son proviseur, par-dessus son recteur d'académie, si besoin est. Et peut-être qu'on les changera aussi. Guillaume de Monjou ? Mais cette laïcité sans adjectif, moi, me questionne parce que, en fait, cette question religieuse, elle est de plus en plus présente dans l'école d'aujourd'hui, dans ces collèges hyper volumineux, avec trop d'élèves, pas assez d'encadrement, etc. Et donc, elle devient, vous disiez, un rapport de force, mais elle est vraiment très présente. Et jusqu'à maintenant, j'ai l'impression que les professeurs étaient assez démunis devant cette question. Et donc, je préfère, moi, la vision d'Emmanuel Macron, qui n'est pas la même que celle de Blanquer, qui est plus libérale, où il ne nie pas la présence de la question religieuse, de la soif de réponse à ce niveau-là, et en même temps reste extrêmement vigilant à ce que tout ça puisse cohabiter et dialoguer ensemble, donc ce soit nommé. Parce que j'ai l'impression que la République laïque telle qu'elle a été pensée jusqu'à à peu près aujourd'hui, soit c'était le déni total, donc on ne parle pas, la question religieuse est évacuée hors de ses murs, elle n'a pas existé, etc. Soit justement quand il y avait un surgissement violent, le voile d'un seul coup des élèves qui imposaient qu'on fasse le ramadan ou je ne sais pas quoi, ou que la piscine soit interdite aux jeunes filles, ou qu'il y ait des ordonnances de complaisance de médecins pour éviter qu'elles puissent se mettre en maillot de bain ou je ne sais pas quoi, et bien là on était complètement démunis. Donc ces 83 pages, elles ont le mérite, les 83 pages distribuées aux professeurs ont le mérite en effet de donner une espèce d'appui aux professeurs, mais par ailleurs je trouve qu'en fait Blanquer, en disant lui qu'il est favorable à une laïcité sans adjectif, lui il donne des gages à la gauche pour faire passer la pilule de la discipline, qui est une pilule un peu difficile à faire passer pour certains syndicats très progressistes. Mais par ailleurs, je crois que derrière, il y a une petite voix, qui est quand même celle de Macron et peut-être de certains autres ministres, qui est plus favorable à une laïcité souple. Il parlait au Bernardin peut-être d'une laïcité plus ouverte à la question religieuse, qu'elle soit peut-être présente, nommée et potentiellement campée quand même dans le débat.
Il y a toutes les nuances de la laïcité qui s'expriment sur ce plateau et c'est très bien comme ça. On vous a posé la question, c'est la question du jour sur le Figaro.fr, sur un point très précis. Êtes-vous favorable à ce que des mères accompagnantes puissent être voilées? La réponse est assez massivement non, 90%. Comme toujours, je précise que c'est sur la base du volontariat, qu'il ne s'agit pas d'un sondage. Il nous reste un peu de temps. Non, je voulais vous poser une autre question sur cette loi. Oui, et sur le sapin de Noël, un sapin de Noël oui, un Père Noël non. Est-ce que vous trouvez que là on va trop loin? Brice Couturier, est-ce que votre vision de la laïcité stricte va jusqu'à vouloir interdire les Pères Noël? C'est très marrant parce que le Père Noël n'est pas spécialement catholique. Non, c'est pour ça que je vous posais la question. Et le sapin aussi a été combattu par les catholiques en disant que c'était païen. Ouais. Donc oui, je ne vois pas pourquoi on devrait supprimer les... Au contraire, ça me choque beaucoup qu'on puisse... Là, on a un affrontement véritablement avec des islamistes intégristes. J'ai vu en Suède, par exemple, un sapin de Noël dévasté dans un grand magasin par des intégristes musulmans qui étaient fous qu'on célèbre Noël. Et ben voilà, dans ce pays, on célèbre Noël, pas parce que c'est une fête religieuse, à vrai dire, mais c'est parce que c'est l'occasion de faire des cadeaux à ses enfants, comme on célèbre Pâques aussi en donnant des œufs. Ça n'a rien à voir avec telle ou telle croyance. C'est juste des traditions locales. Ça en vient historiquement, quand même. En plus, quand on connaît l'origine exacte de ces fêtes, on sait que les catholiques les ont annexées pour essayer de les justifier, mais qu'en fait elles viennent du paganisme le plus ancien. Oui, pour le sapin, c'est tout à fait caractéristique. Dans le cas du sapin, c'est très... Bon, mais par contre, peut-être qu'on intègre aussi d'autres fêtes musulmanes ou juives dans nos traditions, ça ne serait pas une mauvaise chose non plus. Ça ferait d'autres occasions de se réjouir de manière collective. Et de travailler moins, peut-être, diraient les élèves, toujours à l'affût d'un jour de congé supplémentaire. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est une question de bon sens. Ouais. C'est-à-dire que si on a un enseignant qui est équilibré, qui explique que voilà, Noël fait partie des traditions, fait partie de mes traditions, moi j'ai toujours grandi avec ça, ça me plaît. D'ailleurs, je trouve que globalement le pays perce cette tradition de Noël. Moi je vois moins de décorations que quand j'étais tout petit partout dans le pays, que ce soit à Meaux ou à Paris, et qui en même temps peut mettre en lumière les traditions des uns et des autres qui sont dans la classe à des points, à des moments T. Moi, ça ne me gêne pas. Je voudrais revenir juste sur un point qui a été évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire que je pense que aussi l'un des problèmes de la question de laïcité, c'est la ghettoisation de certains de nos territoires, où en fait il y a trop d'entre-soi. On est trop enfermé, où finalement cette notion de laïcité ne vit plus parce qu'on a une majorité qui est différente de ce qui est la France en fait. Qui fait fuir les autres. Et qui peut faire fuir les autres, ça c'est un problème, mais surtout qui n'a pas d'éléments fiables et solides de ce qu'est vraiment la notion de laïcité et de ce qu'est vraiment cette notion pour notre pays. Donc voilà, et là il y a une vraie politique à mener de casse de ces ghettos-là pour arriver à une laïcité plus juste. Et une laïcité point, d'ailleurs. Quelques réactions d'internautes pour finir sur ce sujet, en forme de plébiscite pour Jean-Michel Blanquer. Blanquer, le meilleur ministre de l'Éducation nationale depuis des décennies, nous dit Dr Sheldon. Alix Anne-Dauphine, encore elle, nous dit Blanquer est le seul ministre digne de ce nom dans le gouvernement, tandis que Catherine Funfrock nous dit je pense que M. Blanquer fait très bien, qu'il continue. Eh bien, il sera sûrement ravi de ses encouragements s'il est en train de regarder Point de vue, c'est très possible. Et nous, on va parler des droits du foot. Alors, je vous la fais courte si vous n'êtes pas des spécialistes. Les droits de rediffusion à la télévision de la Ligue 1, donc l'élite du football français, ont été remis aux enchères pour la période 2020-2024 et c'est un opérateur espagnol qui en a fait l'acquisition pour plus d'1 milliard d'euros par an. C'est 60% de plus que les tarifs actuels, ce qui avait été déboursé par beIN Sport et par Canal+. Et Canal+, il n'a pas pu suivre. Regardez ce que disait ce matin sur Europe 1 Maxime Saada, c'est le patron de Canal. C'était impossible pour nous de miser de telles sommes. Et d'ailleurs, je crois que c'est impossible pour un quelconque acteur de miser de telles sommes et de les rentabiliser. J'estime qu'ils ont payé à peu près 800 à 850 millions d'euros pour les droits qu'ils ont acquis. Pour rentabiliser ça, il faudrait à peu près 7 millions d'abonnés à 15 euros par mois pour rentabiliser cette somme. beIN Sport, ça fait 6 ans qu'ils sont là. Ils ont beaucoup plus de droits que la Ligue 1, la Coupe du Monde, l'Euro, toutes les compétitions européennes ou presque, le basket, etc., etc. Ils sont à peine arrivés à 3,5 millions. En fait, il y a deux points. Il y a les doutes sur la viabilité de cet accord, surtout que l'opérateur espagnol est encore inconnu en France, il n'a pas encore sa chaîne. Et puis, sur le principe, est-ce que tout ça, c'est trop d'argent, Benoît Dumoulin ?
C'est les sommes en jeu qui me paraissent monstrueuses au regard de l'objectif assurer la retransmission. Alors, en fait, moi, je ne suis pas du tout un spécialiste du foot, bien que le dossier du mois de l'incorrect soit sur le foot, mais sur un angle bien particulier, c'est-à-dire le foot tant qu'enjeu économique, politique, social. Voilà. Mais en fait... moi, je pense que on met le doigt sur un phénomène qui est une certaine forme de grégarisation, c'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est un peu du pain et des jeux comme sous la Rome antique, où finalement il y a un certain appauvrissement culturel. Moi, j'aimerais bien, alors c'est peut-être un peu utopique, mais qu'on se presse dans les bibliothèques, qu'on emprunte des livres, qu'on se dispute les grands classiques. En Russie, j'avais trouvé ça magnifique, il y avait, enfin magnifique et dramatique en même temps, il y avait une rixe dans la rue et deux Russes qui s'étaient battus très fortement parce qu'ils n'étaient pas d'accord sur l'interprétation de Kant. Voilà, moi je trouve ça, alors je ne dis pas qu'il faut se battre, mais c'est très russe, hein. Mais en même temps je trouve ça bien quand on peut faire vivre un certain débat intellectuel et qu'on peut... Voilà. Et là on en est loin. Et là on en est très loin, et donc bon, ça ne vous ennuie pas que je cite un autre journal que le Figaro? Vous avez tous les droits ici. Dans l'opinion cet après-midi, ils ont mis en ligne un papier sur ce sujet qui me paraît extrêmement intéressant et très inquiétant. Il montre que derrière ces enjeux, en fait, il y a des sommes, il y a des groupes espagnols qui ont des intérêts bizarres, notamment ce groupe espagnol en question, et apparemment il a été racheté en partie par la Chine. Il s'appelle Mediapro. Voilà, Mediapro. Raume Roures, je ne sais pas si je prononce bien, le patron ou un des patrons de ce groupe est un trotskiste milliardaire qui finance les indépendantistes catalans. Donc il semble quand même qu'il y ait derrière tout ça. J'aimais bien ce que disait le directeur de Canal à l'instant sur votre antenne. Il est clair qu'il y a d'autres enjeux que directement sportifs ou financiers, derrière notamment des enjeux politiques. Donc tout ça ne sent pas très bon. Manifestement, il ne s'agit pas seulement de rentabiliser un investissement, il s'agit d'argent peut-être pas très propre. Madame Didier, un mot là-dessus, si vous le souhaitez. Oui, enfin, moi je trouve qu'on est loin du football que j'ai connu, c'est-à-dire autour du camembert, du pain camembert, de la merguez, de la cra, avec des copains. Je veux dire, je ne pense même pas qu'on soit dans cette image du jeu et du pain et des jeux, en fait. C'est-à-dire que je pense que ça va devenir tellement inaccessible qu'on a de moins en moins de monde qui les regarde à la télé par manque de moyens, quoi. Guillaume, très vite là-dessus. On aimerait bien voir en effet ce milliard réinvesti dans des petits stades de province où il y a du lien social. Et on aimerait bien comprendre pourquoi, d'un seul coup, ces sommes en fait, sont pas mises au service de quelque chose de plus grand que cette entreprise de déréalisation. On est derrière sa télé avec sa pizza commandée. On n'a aucun... Voilà, on regarde ce match hors de prix. C'est la dure loi des affaires, sans doute. À la fin, on aura des figurants qui joueront le jeu d'un match de foot. Et tout ça sera déréalisé complètement parce que ça sera devenu tellement incroyable, le montant des... Voilà, de ces budgets de... qu'on regarde le fric, en fait. Peut-être, oui. Voilà, on regarde l'argent. Et nos tweetos, les tweetos sont assez d'accord avec vous, puisque c'est la dernière question Twitter de l'émission. Selon vous, les droits de diffusion de la Ligue 1 de football valent-ils leur estimation de 1,15 milliard d'euros par an? Eh bien, 71% d'entre vous répondent non. Il semblerait que ce soit aussi l'avis des participants à cette émission. On fête aujourd'hui un anniversaire. C'est les 50 ans de la manifestation du 30 mai 68 où le peuple gaulliste, avait-on dit à l'époque, alors il n'y avait pas le cabinet occurrence à l'époque pour compter les manifestants, donc on disait entre 500 000 et 1 million, étaient descendus dans la rue. Moi j'ai une question toute simple, est-ce que vous seriez descendu dans la rue le 30 mai 68, Brice Couturier? Je suis désolé, j'étais de l'autre côté. Ah ben voilà, c'est une excellente réponse. 68, j'y étais, mais j'étais de l'autre côté de la barricade. Non, simplement, j'ai l'âge d'avoir été sur les barricades, enfin, pas activement, mais d'y avoir été, oui, en tant qu'observateur impliqué. Si vous voulez, le truc, c'est que on a célébré sur beaucoup de médias, beaucoup d'antennes, l'anniversaire de 68, en oubliant toujours cette fin de 68. C'est les gaullistes qui étaient les plus nombreux, et que deux, ils ont gagné les élections à plate couture. On a célébré sur beaucoup d'antennes l'anniversaire de 68 du côté des barricades, pas de l'autre côté. Et finalement, c'est ce côté-là qui a gagné. On devrait, tous ceux qui voulaient rééditer mai 68 ces derniers jours devraient méditer sur la façon dont ça s'est terminé. Et ben voilà, on le fait ici aujourd'hui grâce à vous. Reda Didi. Rien de plus à ajouter. Je pense que j'aurais été du côté de mai 68. Peut-être de l'autre côté. Ah, avec Benoît Dumoulin, je me dis que peut-être on aurait un candidat.
Ben non, finalement. Eh ben non, parce bien que, sûr. justement, moi, défiler le 30 mai 68, ça aurait été un peu remercier De Gaulle pour sa gestion des événements. Moi, je pense que sa fuite à Baden-Baden est calamiteuse, qu'il est en partie responsable d'une situation qu'il n'a pas vu se développer durant les années 60 et qui lui revient en boomerang en mai 68, que celui qui gère bien la crise, c'est Pompidou qui est aux affaires et qui est le vrai artisan de cette vague bleue et de la chambre introuvable de mai 68. Et donc, je ne vois pas pourquoi je serais descendu, je n'étais pas né bien sûr, mais je serais descendu pour remercier De Gaulle en quoi que ce soit. Guillaume de Monjou, vais-je trouver en vous la manifestante qui me manque ce soir? Moi, je dirais que j'arriverai pas à répondre personnellement à cette question. Mais en revanche, je me rappelle que Jean Sévillat, au moment de notre numéro spécial dans le Figaro Magazine sur mai 68, a dit à la fin, en fait, la politique a gagné, enfin, le parti de Gaulle a gagné, les conservateurs ont remporté le morceau grâce notamment à cette manifestation qui était une démonstration de force. Mais en fait, mai 68, les barricades ont gagné parce qu'ils ont infiltré tous les médias, tous les services de publicité. Et donc, c'est eux qui ont finalement gagné la vraie partie, qui était la partie symbolique, intellectuelle, etc. Et c'est aujourd'hui leurs idées qui ont prévalu. Et bien sur cette réponse très corporate, puisque vous citez le Figaro Magazine, excellente publication au demeurant, cette émission s'achève. Merci beaucoup de l'avoir suivi, merci à tous les quatre et à demain, même heure, même endroit pour un autre point de vue. Bonsoir.